Raconter l'histoire de cette revue, de ses ancêtres, et à travers elle, je vais essayer de vous raconter notre histoire, en tout cas la vôtre, et puis celle qui est peut-être en devenir. Donc, tout d'abord, je reviens simplement sur le titre de ma communication, on va revenir sur cette idée d'innovation. Évidemment, on va pouvoir tout de suite barrer cette histoire de conformisme. Si j'étais là pour vous montrer que la EPS, c'est une association conformiste traditionnaliste, bon, au final, on n'aurait pas beaucoup d'intérêt dans l'histoire de l'éducation physique. Donc, simplement, qu'a fait la EPS? Comment a-t-elle procédé pour placer l'élève au centre des apprentissages? On va le voir à travers donc cette revue qui s'appelait Hyper avant de s'appeler Enseigner l'EPS. De temps en temps, il y aura un petit code couleur marron ici parce que vu le temps qui m'est imparti, j'aurai sans doute pas la possibilité de tout commenter. Chaque fois que vous aurez le code, ça sera numéro 272, la dernière revue en date, et qui vous montrera qu'il y a une continuité entre les thèmes qui étaient abordés dans les années 50 ou 60 avec ce qui est produit aujourd'hui dans les titres qui sont ici. Je m'appuie simplement sur un article de Jacqueline Marcenac, une série d'articles parus en 1982 que les historiens connaissent, qui s'appelait l'EPS aujourd'hui, tradition ou modernité, et qui montrait que finalement, en 78, 79, 80, 82, l'EPS, son enseignement était resté très traditionnel, en tout cas la façon d'enseigner. Alors, tout d'abord, je vais définir ce qu'est l'innovation. Je m'appuie sur une définition du Conseil supérieur de l'éducation du Québec. Souvent, les Québécois, les Nord-Américains, les Belges aussi, sont plus en avance sur nous en termes de questions d'éducation et puis de sciences de l'éducation. Donc l'innovation en éducation, pas uniquement physique, processus délibéré de transformation des pratiques par l'introduction d'une nouveauté curriculaire, pédagogique, organisationnelle, qui fait l'objet d'une dissémination qui vise l'amélioration durable de la réussite éducative des élèves. Je vais très vite. Par contre, comme j'ai repéré qu'il y avait quelques têtes juvéniles ici, parmi nous, des étudiants qui sont en devenir, je le dis ça sans acrimonie aucune, eu égard à mes cheveux blancs, et sans jalousie. Par contre, on va faire comme si on analysait un sujet de disserte et puis qu'il y avait en préambule une citation. Donc le quoi? Qu'est-ce que l'innovation? Eh bien, l'innovation, c'est une transformation des pratiques. OK? Le pourquoi? Le pourquoi, c'est la réussite éducative des élèves. Je reviendrai sur ce mot d'éducatif. Comment? Eh bien, par l'introduction d'une nouveauté curriculaire, peut-être un changement de programme, d'une nouveauté pédagogique, peut-être l'introduction d'une pratique nouvelle, d'une forme de pratique nouvelle, peut-être une nouveauté organisationnelle, on est toujours dans le comment, peut-être une démarche. Le qui, eh bien, c'est simplement une démarche souvent des enseignants envers les élèves. Et il me reste à jumeler le où et le quand. Le où, eh bien, à l'école, mais pas seulement, parce qu'on n'a pas dit réussite scolaire, mais éducative, donc ça va plus loin. Le durable, il me parle également. Eh ben, ce durable, c'est que ça doit sans doute durer tout au long de sa vie. Peut-être, c'est un postulat de départ de ma part. Et enfin, on va revenir aussi sur le mot dissémination. Dissémination, on va diffuser cette innovation. Elle n'est pas faite pour rester localisée. Elle est là pour justement que, à plus grande échelle, certains autres enseignants se l'approprient. Alors, quelles sont les formes d'innovation proposées par l'amicale, qui est devenue ensuite en 1987 la EPS depuis 1950? Et puis, si on trouve des traces d'innovation, quelles sont les conséquences de ces formes d'innovation sur la place de l'élève? Alors simplement, en préambule, quelles sont mes sources et quelles ont été mes différentes... quelle a été ma méthodologie? Bien simplement, j'ai pris toutes les revues Hyper depuis 1950. Auparavant existait depuis 1939 un bulletin qui était le bulletin de liaison des anciens élèves ou des élèves de l'ENEP et qui s'est transformé en 1950 en un bulletin qui s'appelait, enfin plutôt une revue qui s'appelait Hyper, qui est devenue en 2009, à partir du numéro 246, cette revue Enseigner l'EPS que vous connaissez.
On a quelques numéros des années 70-80. À partir du numéro 246, le cahier central qui jusque-là était prégnant dans l'hyper, le cahier central c'est celui des informations, des stages, des vies régionales. Il va prendre moins d'importance, ici il fait 4 pages, et on va accorder beaucoup plus d'importance à ce qu'on appelle, certains les articles de fond, je ne vais pas les appeler comme ça, aux articles qui amènent des savoirs, des connaissances théoriques et des connaissances pratiques, parce qu'elles sont souvent issues d'une expérience de terrain qu'on va divulguer. Alors je ne vais pas parler de la revue EPS pour 2 raisons. La première, c'est que le grand historien du sport Pierre Arnaud, qui nous a quittés l'an dernier, avait écrit une série de 4 articles remarquables dans la revue EPS en 1986, qui s'appelait la revue EPS et l'innovation didactique, où il compulsait qui étaient les auteurs, quels étaient les articles. Il montrait que la didactique apparaissait en 72, et surtout il montrait que nombre de contributeurs étaient des membres de l'association, des anciens élèves de l'ENEP, donc nos membres. La plupart des contributeurs, c'était ceux-là. Il resterait un travail à faire après, à partir de la période 86. La deuxième raison, c'est que la revue Hyper, elle prend ses distances avec la revue EPS à partir des années 82. Elle se fait petit à petit évincer. En tout cas, les membres de la EPS se font petit à petit évincer du comité d'information de la revue EPS et d'études. Et du coup, il y a une sorte de conflit qui est né. Et finalement, cette revue Hyper, elle peut évoluer indépendamment de la revue EPS. Je me suis appuyé sur les archives du Val-de-Marne. Les archives de la EPS sont stockées aux archives du 94. Elles occupent plus de 16 mètres de linéaire, et vous pouvez les compulser à volonté. Je m'appuie aussi, Denis est trop modeste pour le dire, il dit que c'est moi qui vais intervenir. Peu de gens le savent, enfin les anciens le savent, mais chez les nouveaux, il a produit une thèse remarquable en 2010 qui s'appelle, je vais peut-être me tromper dans le titre, mais tu me corrigeras, qui s'appelle de l'amicale de l'ENEP à l'AEPS de 1936 à 82, engagement associatif et formation professionnelle continue des enseignants d'EPS. Et franchement, c'est vraiment un travail remarquable. Et puis quelques témoignages oraux. Mireille Avis, qui n'est pas parmi nous, elle m'avait donné un témoignage oral, mais j'aurais pas le temps de le passer. Et je pense qu'il faudrait effectivement que je m'appuie en tant qu'historien sur d'autres témoignages. La revue, simplement, j'ai titré mon intervention revue Hyper, mais évidemment elle est indissociable, puisque je vous ai parlé de ce cahier central, d'autres formes de communication, les stages, les journées, également les colloques, et puis diverses conférences. On y reviendra. Donc, on va démarrer par les stages de formation permanente. La formation permanente, c'était un des titres de la thèse de Denis. Depuis 1948, on a un premier stage à Dinard. Ce premier stage, il témoigne de la volonté des enseignants d'EPS de continuer à se former. Vous avez ici, simplement, dans Hyper numéro 12 en 1948, cette formulation, ce programme du premier stage. Il s'agit d'approfondir des connaissances utilisables, d'améliorer les pratiques pédagogiques des enseignants. Mais une fois qu'ils ont fini leur séjour et leur formation initiale à l'ENSEP, une fois qu'ils ont obtenu le CAPEPS, ils continuent à se former. Alors parmi les intervenants de ce premier stage, vous ne le distinguez pas vous, mais on a beaucoup d'enseignants de l'ENSEP, c'est logique, dont Maurice Lagisquet, qui défend la gym néo-suédoise, dont Descendier, qui est le promoteur de la méthode naturelle. Et ça va durer, je l'ai déjà dit aux étudiants, jusqu'aux années 70. Ricard, on peut considérer que le handball à 7, c'est une innovation en ces temps où il est encore pratiqué à 11. Et aussi Robert Méran. Le titre de sa communication est particulièrement parlant. Robert Méran, c'est un spécialiste de basket. Ici, on ne voit pas de basket. On voit déjà les sports collectifs et la notion de corps-obstacle. Et émerge déjà une volonté de faire émerger des principes transversaux dans les sports collectifs. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau dans ces années 40. Toujours en ce qui concerne les stages de formation, eh bien, on a des stages de tennis qui naissent à Montpellier en 1956 et qui vont se pérenniser.
Et puis, je voudrais porter un focus sur les stages de danse. Vous voyez ici que le premier stage de danse organisé au niveau national en 63, on a Mireille Fromentel qui est une grande figure de l'ENSEP, hein, avec la directrice Yvonne Surel. Et on a Mathilde Dumont, qui est plus connue sous le nom de Pinoc. Et si vous arrivez à distinguer... Pardon ? J'ai pas dit Mathilde Dumont. Ah, c'est Mato, excuse-moi. Ça commence mal si je me fais contredire en plein de trucs, mais je te remercie de ton intervention. Donc, Mato, c'est l'autre, Pinoc, c'est l'autre. J'y reviendrai après. Alors, simplement, vous avez cette photographie de ce stage de 66, parce que les stages se sont pérennisés. Mireille Fromentel à nouveau, Mathilde Dumont et Monique Bertrand, donc Pinoc et Mato cette fois-ci. Et Claude Pujade, hein, qui sera ensuite Claude Pujade-Renaud. Donc, vous allez voir aussi que je vais vous citer beaucoup de noms parce que l'histoire de la EPS, elle peut pas se faire sans les hommes et les femmes. La EPS, c'est rien. C'est comme quand on nous dit l'histoire de l'EPS, l'EPS s'est vu attribuer telle finalité. L'EPS, elle s'est rien vu attribuer du tout. Ce sont des hommes et des femmes qui ont promulgué telle ou telle finalité. C'est nous qui faisons l'histoire. Donc simplement des stages de volley, à nouveau des noms que vous connaissez, Jacqueline Marcenac. Les stages régionaux qui sont impulsés dans les années 50-60, ils ont l'avantage de se dérouler sur une seule journée, dans un lieu proche de l'habitation des participants, et donc ils sont sans doute plus accessibles, hein, et justement pour les régions, pour ceux qui fréquentent les régionales. On a à nouveau du volley dans le dernier numéro de Enseigner l'EPS. Toujours en ce qui concerne les stages de formation, malheureusement, vous n'arriverez pas à détailler ce qu'il y a sur les diapos. La revue Hyper numéro 110 fait émerger 30 ans de stages nationaux en 76. On voit qu'il y a des stages qui sont catégorisés dans des domaines scolaires, des domaines plus de découverte d'activités. Ça va être la montagne, le nautisme, l'alpinisme. Et puis des stages découvertes à l'étranger. Ça va être à Cuba, ça va suivre des compétitions internationales comme des Jeux Olympiques ou des championnats du monde, mais à chaque fois des rapports sont établis. Alors dans les stages régionaux, à nouveau, je vous ai mis les noms des principaux intervenants, j'en oublie malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps de tout traiter, mais Méran, Marcenac, Maurice Porte interviennent souvent en sport collectif, la Gisquet en gymnastique, Mireille Fromentel, Pinoc et Mato en danse, mais on a aussi des stages cinétique mené par Jean Leboulch à Dinard, mais qui délocalise aussi. Et on a également des stages de formation, d'initiation à la République des sports, menés par Jacques Derette dans les années 60. Et effectivement, il y a une filiation, hein, les stages ne se sont jamais arrêtés, et on pourrait dire que les journées ou week-ends pédagogiques que nous accueillons, je vois ici des figures que, si je cite la régionale de Nancy-Metz, entre Vincent Rusquet, entre Cathy Patinet, entre d'autres, Willem Rosely, tous ceux que j'oublie, je m'en excuse auprès de vous, hein, on a quand même apprécié vos interventions. Mais voilà, j'ai pas le temps. Mais voilà, il y a une filiation directe avec ce qui est organisé. Je reviens simplement, parce que ça m'a parlé, sur une intervention de Jacques Derette à l'ENSEP Jeune Fille. Et pour divulguer simplement ce qui se faisait à Calais, et ce qui m'interpelle aussi, il y a un compte-rendu de 2 pages qui est signé d'un dénommé Christian Possiello. Donc il y a toujours des filiations qui se font entre le monde de la recherche, le monde et puis le terrain. Et simplement, tout ça, ça montre effectivement que l'AEPS, elle est formée de gens qui sont curieux, qui vont à la fois s'intéresser à la psychocinétique de Jean Leboulch, à la fois s'intéresser à la promulgation du courant sportif, et elle est pas fermée. En ce qui concerne certains stages, ils ont plus marqué la mémoire parce qu'ils sont plus spécifiques. Alors ça, c'est un témoignage oral de Mireille Avis, hein, que je vais recouper. Il y a un stage de rugby notamment qui se déroule à Arras et qui est placé sous la houlette de René Deleplace. Ceux qui sont spécialistes de sport co connaissent l'importance de cet homme dans le traitement du sport collectif, hein, notamment la matrice de jeu et d'autres termes. Et puis ce stage se poursuit dans les années 80 à Marciac et en Tunisie. On y voit intervenir Daniel Herrero, Pierre Conquet, Kilis, Jean-Michel Aguirre qui est un international de rugby. Plus parlant encore pour moi, parce que ce stage, il traite souvent du haut niveau quand même, le stage de Begmail en danse. Alors ce stage de Begmail est né à Dinard en 1971.
Il est souvent couplé à une autre activité. On voit que ça peut évoluer de la voile au kayak de mer, à l'eutonie, à la GRS, il y avait encore le S à l'époque, au cirque, à l'acrogym. Et parmi les intervenants, notamment de ce stage de 91, un dénommé Thierry Tribala, et ce stage il fait partie des événements, il n'y a pas que cela dans son parcours, mais qui lui mettent le pied à l'étrier pour promulguer la danse en éducation physique et sportive, et puis au sein de la EPS. Alors ces stages ils donnent souvent lieu à des productions, et notamment des productions en tennis par exemple, qui datent de 74 me semble-t-il. J'arrive plus à lire ce qu'il y a sur le diapo. En gymnastique, vous avez le spécimen numéro 2. Il y a des stages aussi à destination de l'école élémentaire, comme des ouvrages à destination de l'école élémentaire, comme celui qui sort sur le plein air, sous-titré Le plein air, un jeu d'enfant. Et puis surtout, et là je vais m'y attarder, des ouvrages qui concernent les sports collectifs. Parce que il y a eu beaucoup de recherches là-dessus. Dans un premier temps, il y a eu certains stages qui n'ont pas donné lieu à des rapports en 1965-68, mais à une production de fiches d'observation. Mais des fiches d'observation, pourquoi faire? Pas des fiches. Alors, vous avez les intervenants, ils vous sont connus pour la plupart. Des fiches d'observation, pourquoi faire, disais-je? Eh bien, des fiches d'observation partir de l'activité de l'élève et non pas pour faire vivre à l'élève un empilement de connaissances et un empilement de gestes techniques ou de gestes analytiques qui se superposent les uns aux autres. Donc ça, c'était une première avancée, partir de l'activité concrète de l'élève. Donc ce numéro spécial d'Hyper en 74, il tente une synthèse dans 5 sports collectifs majeurs. Il essaie de trouver des transversalités, c'est nouveau pour cette époque aussi. Dégager des facteurs communs. Il y a des moyens modernes pour améliorer l'expérimentation pédagogique, notamment la vidéo. Et au cours des stages, il y a parfois 5 vidéos. Alors à l'époque, c'est pas comme cette petite vidéo avec laquelle je suis filmé, c'est des vidéos qui demandent des moyens lourds, qui sont très difficiles, encombrantes à déplacer. Donc, on base ça sur l'observation. Et on a recours à des vrais enfants. Qu'est-ce que j'appelle des vrais enfants? C'est des enfants en situation. C'est-à-dire qu'à l'image des stages Baquet, ou de la République de Gai-Soleil, eh bien les enfants interviennent. Alors certes, les stagiaires aussi parfois se donnent des séances entre eux, mais on intervient sur des enfants en situation desquels on déduit les comportements. Alors simplement, je vais faire une petite parenthèse. Les historiens, pour la plupart, que ce soit Thierry Terret, que ce soit Guaran quand il a traité l'histoire, ils parlent souvent des stages Baquet de la République Gai-Soleil. Moi, ce que je vais vous montrer, c'est qu'il y a un pan oublié de l'histoire dans la EPS qui montre que la EPS, elle a été à la pointe de cette innovation en termes de promulgation de stages. Même si ça a été moins traité par les historiens que d'autres stages plus connus. Et évidemment, cette revue Hyper, elle peut être une aide concrète pour les enseignants, de la même façon que les actes du colloque que vous allez acheter, ou que vous avez déjà acheté, parce que ça part très bien, proposent de réelles situations d'apprentissage qui caractérisent des niveaux. En 1975, on a un deuxième volume qui paraît, qui est différent du premier, avec évidemment des agencements de catégories d'élèves par âge notamment, avec différents niveaux de situation pédagogique, avec des agencements de succession de leçons, de séances, on appelle ça séance à cette époque, justement pour dédramatiser le rapport descendant entre l'élève et le prof, et puis il descend plutôt d'ailleurs du prof vers l'élève. Donc, et toute une gamme d'outils à disposition des enseignants, des objectifs, des variables, des organisations matérielles et aussi une caractérisation des relations entre enseignants et enseignés. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour montrer que la relation, comme je l'ai dit, elle n'est pas descendante, que l'élève ne subit pas le savoir mais qu'il peut se l'approprier activement. 1977 à nouveau, un spécial sport co avec des observables dans des niveaux de jeu qui vont de la 6e jusqu'à la 5e, à la seconde, à la SU, ça dépend des sports co, avec des domaines qui sont distingués, non pas par passe, dribble ou tir, mais par accès à la cible, organisation de l'espace de jeu, par des termes qui sont plus systémiques. Alors je rappelle qu'on se situe en une période des années 70 qui est troublée, que Jean-Luc Martin appelait une période noire pour l'EPS. On a failli, nous l'EPS, rester échoué finalement sur le rivage du sport fédéral.
hein, victime d'une marée noire qui nous aurait laissé tels des pélicans ou des goélands mazoutés, hein, incapable de se diriger vers la terre promise, si je remploie les termes de Jean-Luc Martin, de l'éducation nationale. Donc, ces ouvrages font explicitement référence à l'acte tactique en jeu de Friedrich Malot et Léon Teodorescu. J'ai plus sa référence exacte en tête. Je me souviens par contre de son intervention au colloque de Vichy en 65. Et on retrouve à nouveau des références sport collectif dans le dernier numéro d'EPS, d'enseigne l'EPS. Quelques diapos, malheureusement on les voit peu, donc qui montrent que, en plus, contrairement aux gestes analytiques, dès 74, ici c'est du rugby, eh bien, on va appeler ça plutôt dans une situation peut-être problème. Le terme apparaît pas tout de suite, mais il va apparaître explicitement effectivement en 77. Avec des confrontations, c'est-à-dire le terme n'apparaît pas, logique interne, attention, on fait pas d'anachronisme, il apparaît pas dans ces numéros, c'est moi qui le dis. La logique interne, c'est-à-dire que le volley, il s'apprend pas en faisant des services dans un terrain vide, que le basket, il s'apprend pas en dribblant entre des cônes et en allant tirer au panier sans opposition. Il y a toujours introduction, pas toujours, mais souvent introduction de partenaires, adversaires, incertitudes. Ici, pareil, hein, en 1975, vous le distinguez mal, mais on a ces facteurs d'opposition. Et ici, c'est la caractérisation des niveaux de jeu, ici sur les échanges de balles en 77. Et là, sur le jeu direct, hein, donc ça va de la 6e jusqu'à la classe de première et jusqu'au niveau ou à l'assu. Ça dépend si vous le voyez. À nouveau, hein, apparaissent là, à partir de 77, ce qu'on appelle les situations de résolution de problèmes. Et le titre, pour les étudiants, c'est peut-être pas flagrant, mais le titre situation de résolution de problème, ça veut dire l'élève résout seul son problème. Peut-être que l'enseignant va le guider un petit peu, mais c'est pas je te donne une solution, c'est débrouille-toi pour résoudre ce problème par rapport à tes ressources. Et essaye par toi-même de te l'approprier. C'est ça l'idée. Donc, le bilan des stages, on en profitera pour passer très vite sur la diapo, puisqu'on a Denis à disposition, donc il pourra nous expliquer les variations de chiffres. En tout cas, je veux faire référence à l'article qu'il a publié en 2007, hein, où il vous montre que finalement, tout comme on dit que les stages Maurice Baquet ont touché 2000 participants hein, sur l'ensemble de la période à 64-75, dont beaucoup d'étudiants. D'ailleurs, ça me fait plaisir que vous preniez la relève. Mais les stages de la EPS entre les nationaux et les régionaux, vous voyez que par année, ils touchent parfois 2100 participants. On va traiter de l'évaluation. Alors, dès 1954, la EPS milite pour des épreuves physiques au baccalauréat qui ne soient pas le reflet de l'enseignement, qui soient le reflet de l'enseignement et qui ne soient pas des exercices athlétiques de performance. Vous savez que de toute façon, depuis 41 et puis après 59, hein, date de l'EPS obligatoire au bac, jusqu'en 1983, eh bien c'est la fameuse trilogie, athlétisme surtout, gym souvent et natation parfois qui prédomine. Et les élèves sont évalués uniquement dans ces domaines. Ici, dès 1954, la EPS prévoit ce qu'ils appellent une évaluation motrice complémentaire. C'est pas dit comme ça, mais je peux pas lire ce document. Une évaluation qui se centrerait certes encore sur de la performance, mais aussi sur de la démonstration de ce qui est vécu. Un engagement au volley, un dribble au basket, un shoot au handball, un plaquage en rugby, un rouleau californien en saut en hauteur, un départ de vitesse. Ça permettrait à la fois de sanctionner au sens noble du terme, ce qui a été appris, mais aussi de valoriser le travail et le progrès de l'élève. Quelque chose qui n'aboutira qu'en 1980 pour le DNB ou 1983 pour le baccalauréat. Donc déjà, hein, la EPS est précurseur en ce domaine. En 1962, simplement quelques préconisations. Les membres de l'EPS se livrent à une analyse critique de l'épreuve de gymnastique au bac et ils produisent des préconisations qui disent que les membres du jury doivent échanger leur place de temps en temps, doivent changer leur point de vue quand ils évaluent le candidat, doivent aussi tenir compte du vécu de l'élève dans l'APSA et des installations à sa disposition. Et donc, le traitement plus égalitaire des élèves, il est au cœur de cette problématique. En 1981,
la EPS se pose concrètement plusieurs questions. Est-ce qu'il faut recourir à d'autres APS supports? C'est avant l'apparition du texte du bac. Alors sans doute que les membres de la EPS sont inspirés par la réforme du DNB. Est-ce qu'il faut définir d'autres critères? Est-ce qu'il est utile de maintenir une épreuve à caractère national? Est-ce qu'elle doit être identique pour tous les établissements? Voilà, ce genre de problématique est au cœur des commissions qui sont formées au sein de la EPS. La revue Hyper en 1942 recense aussi ce qui se fait en établissement. C'est l'enquête que vous avez ici. Et pareil, en 1984, un numéro de sport collectif en milieu scolaire. Vous allez me dire, mais il s'est trompé Grune, parce que c'était avant le sport co. Non, je fais référence au sous-titre ici. Le sous-titre, c'est des stages amicaux au nouveau bac. Donc, grâce à cet ouvrage, paraissent justement des fiches et des grilles d'évaluation en adéquation avec les thèmes qui sont abordés auparavant dans les stages. Donc non pas dribbler, tirer, passer, mais évaluation du terreur, l'action décisive, les actions d'attaque ont des termes qui sont, je vous l'ai dit, à connotation plus systémique. Et à nouveau, effectivement, explicitement, dans ces ouvrages émerge cette notion de situation de résolution de problèmes dont j'ai déjà parlé, donc sur laquelle je ne reviens pas. Alors simplement quelques exemples, malheureusement vous aurez du mal à distinguer. En 1984, c'est tout comme dans l'ouvrage sur les sports collectifs que j'ai présenté juste avant, des fiches d'évaluation d'accès à la zone de marque. Et vous savez de toute façon que l'évaluation, c'était la thématique de la biennale d'il y a 2 ans, elle est toujours en perpétuelle recomposition, que de toute façon on est en perpétuelle ébullition professionnelle et pédagogique par rapport à cette évaluation. Je pense que c'est un problème qu'on ne résoudra sans doute jamais, mais par contre, eh bien c'est magnifique qu'on soit toujours en train d'essayer de le résoudre, justement, par rapport à cette réussite de nos élèves. Et donc voilà à nouveau un autre exemple. Alors, la revue Hyper diffuse aussi des circulaires, c'est important à mon sens, même si c'est juste le dupliqué qui concerne l'évaluation aux examens pour les candidats handicapés. Et cette diapo est mal faite, mais c'est pas grave, je l'assume. Donc, dans les années 1990 à 2000, 2 thématiques qui émergent, qui sont pas forcément principales, mais qui émergent souvent. Donc, à la fois améliorer cette évaluation, mais aussi prendre en compte les élèves en situation de handicap. Donc, 2 exemples. Pour la première, pour l'évaluation, il y a, je vais vite, j'ai pris que quelques exemples symptomatiques. L'évaluation certificative des acquis en danse, à nouveau par Thierry Tribala, dans la scolarité obligatoire, et puis un article de 3 collègues, Claude Dizien-Normand, sur l'adaptation de l'enseignement à des élèves handicapés physiques. Et c'est un article assez remarquable parce qu'il, en quantité, il représente une 12aine de pages. C'est pas une douzaine, c'est 12 pages, avec une multiplication d'exemples et surtout de photographies avec élèves en fauteuil, élèves en situation de handicap. Et il montre comment concrètement se passe l'inclusion des élèves en situation de handicap dans leur lycée. Et ça, c'est sans doute des pistes très intéressantes pour les enseignants de terrain qui sont confrontés à ce problème. À nouveau, également, la revue Hyper donne la parole à des acteurs importants de l'éducation physique. Donc par exemple, Alain Hébrard, président de la commission verticale, voit son intervention dans la commission verticale retranscrite, ce qui va permettre aux lecteurs de mieux s'approprier le pourquoi des IO de 85, parce que des fois on reçoit les IO, on ne sait pas d'où ils sortent. Je pense que Valérie Debuchy, d'où elles sortent. Valérie Debuchy a donné un éclairage intéressant hier sur la production, la fabrique des programmes et sur comment sont élaborés les programmes. Allez lire le préambule de l'ouvrage de Nicolas Terret qu'il a sorti avec Carole Sèvres l'an dernier. C'est fort bien expliqué. Je dis ça aux étudiants, c'est une bible pour les programmes actuels. Enseignant en zone difficile, vous reconnaîtrez sans doute la patte d'Annick Davis, IPR de Créteil, et qui va fournir des pistes intéressantes. Plus tard d'ailleurs, je ne l'ai pas nommé ici, mais il y a une dénommée Chloé Dutil, qui est devenue hyper récemment, qui a fait un mémoire de master qui a été valorisé par rapport à l'enseignement en milieu difficile. Voilà. Donc ces 2 thèmes d'études, ces 2 thèmes qui se retrouvent dans la revue AEPS, enfin en tout cas la revue Hyper, ils témoignent d'une double préoccupation, une éducation physique moderne, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les activités de l'époque motivantes pour l'élève, mais aussi innovantes, qui prennent en compte chaque élève.
On va s'attacher aux pratiques nouvelles. Je fais référence à un texte d'Olivier Bessy, paru en 91 dans la revue EPS. Sport de base, pratique nouvelle, point d'interrogation. Qu'est-ce qu'une pratique nouvelle? Je vous la définis pas, hein, c'est ce qui semble nouveau rapidement. Donc la danse a un rôle fondamental joué par Thierry Tribala. Ce qui est intéressant par rapport à la revue EPS, c'est que souvent la revue Hyper donne en quantité de pages, en quantité rédactionnelle, l'occasion à l'auteur de développer ses thématiques. C'est pas 3 pages, c'est pas 35 000 mots. Thierry Tribala, il dispose de 3 numéros avec 12 pages à chaque fois pour développer ce qu'il pense de la danse. Ce qui lui permet d'affirmer des convictions, ce qui lui permet de définir précisément des contenus d'enseignement précis, ce qui lui permet de définir des niveaux d'évolution, d'aller jusqu'à l'UNSS. Ça me semble important. Anne-Borde Tribala développe les arts du cirque à partir de 2000, à nouveau, hein, je vous commande pas les citations, vous les avez sous les yeux, mais il s'agit effectivement de placer l'élève au centre, de partir de ce qui s'approprie lui, et pas non pas de lui infliger ou de lui inculquer une doctrine sportive, de lui apprendre mécaniquement des gestes dans une méthode analytique. Alors on voit que Thierry Tribala, il continue de produire, hein, c'est parmi les 2 derniers numéros. À nouveau dans les activités ici, je vais aller très vite. Je voudrais mentionner le rôle de Serge Testevit qui est présent ici, qui a beaucoup produit sur les APPN, qui est un acteur important. Hein. Pourquoi je vais vite? Parce que dans le prochain numéro, il y a un article qui va apparaître sur l'enseignement de la course d'orientation, qui a été relu par Serge et qui mentionne ce qui a pu se produire. Quelque chose qui est pas si anecdotique qui m'a interpellé. En 2003, on a Marie-Pierre Bernardo de la EPS Paris, de la régionale, qui dit « La régionale a lancé le badminton, c'est un échec, il y a 3 personnes présentes. » Pour les têtes juvéniles devant moi, il y en a plein. J'essaie de regarder la bonne direction. Voilà. Mais... oh, c'est moche ça. Bon, je vais me regarder moi-même. Donc là, je vois que c'est le moins juvénile de tous. Et je présente mes excuses humbles à l'aimable auditoire. Pardon. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais je vais m'adresser à mes étudiants. Ah, quelle maladresse. Si c'est filmé que ma femme me voit, chérie, je m'en excuse. Donc, pour le reste, vraiment, je pense que là, ça va me coûter cher. Donc, pour vous, le badminton, c'est normal. On arrive dans un établissement, dans la programmation, il y a badminton. Bah oui, c'est normal, tout le monde en fait. Mais jeunes gens, jeunes filles, en 1990, le badminton était encore une activité méconnue. Ce qui fait que, en 1986, Bernard Vincent produit dans Hyper complexifié, simplifié, pour aller très vite. Pourquoi on complexifie ou on simplifie? C'est juste pour s'adresser au niveau de l'élève. Si c'est trop dur pour lui, vous le savez très bien, hein, aller vers des théories plus modernes, même si Linda Halal en 79 c'est très bien le décalage optimal, mais voilà. Pourquoi on simplifie ou on complexifie? C'est pour s'adapter au niveau de l'élève et puis pour que justement l'apprentissage, eh bien, il en éprouve du plaisir, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, Bernard Vincent, il produit ceci. Philippe Limousin, ensuite, en 1995, va aussi bénéficier d'une couverture rédactionnelle importante sur plusieurs pages qui lui permettent de développer des principes de gestion, des situations de résolution de problèmes. Je vais très vite. Enfin, en ce qui concerne les activités de développement, on a un article important à mon sens qui est publié par Geneviève Cogérino en 1997, à une époque où, je le rappelle, eh bien, on ne sait pas encore ce que c'est que la CP5, encore moins la CC5 et les ASDEP non plus. Peu d'enseignants, je sais, j'en fais partie puisque j'ai démarré en 84, je ne connaissais pas les travaux de Raymond Delem et de Robert Méran menés sur le savoir s'entraîner, ça s'intitulait. Je ne les connaissais pas, cette petite cassette VHS qu'ils avaient prévue, et beaucoup de mes collègues, certains les connaissaient évidemment. Moi, je n'étais pas à la pointe en cette époque, pas plus que maintenant d'ailleurs en ce qui concerne mes interventions singulières. Raymond Delem publiera en gros, institutionnalisera les ASDEP en 98, mais dans un texte qui n'est pas plutôt à direction des hautes écoles et non pas de l'enseignement scolaire. Et alors évidemment, ça c'est une thématique qui va se développer jusqu'à nos jours.
Thierry Tribala va vous parler des trois mondes à un moment donné. Il y a un cahier du CEDREPS dont je vais parler qui paraît en 2011 sur la CP5. Plus près de nous, on a des acteurs. David Rossi, que j'ai vu parmi nous, a publié pas mal d'articles sur comment utiliser cette CP5, à quoi elle sert. Francis Berger, et puis il y en a d'autres encore parmi vous, et je m'excuse, voilà, il y en a un qui est parmi nous ici, ou deux, je m'excuse de ne pas vous citer tous, mais enfin vous êtes beaucoup à travailler là-dessus, et à montrer quel impact ça peut avoir sur justement ces apprentissages de l'élève. Alors, on va faire un petit détour pour Mickaël par les technologies nouvelles. En 1980 est formé un groupe de réflexion au sein duquel Mireille Avis joue une grande part sur l'audiovisuel. Même s'il consiste avant tout au départ à filmer des stages, il donne aussi lieu à des productions intéressantes qui sont réutilisables par les enseignants. On a quelque chose qu'on ne voit pas ici, mais le titre apparaît en 1986, l'informatique outil pédagogique pour l'entraînement aérobie, avec des tableurs de l'époque. Bon, Mickaël, je pense que tu as du matériel un peu plus moderne actuellement, mais c'est déjà une préoccupation de montrer comment on peut envisager l'utilisation de ces outils pour les élèves. Et ça, on va le retrouver effectivement. Vous avez une illustration concrète dans le dernier numéro de la revue Enseigner l'EPS. En ce qui concerne le plaisir, je vais passer vite aussi malheureusement, mais on le sait. Donc il y a Guy Hay, je ne sais pas si on prononce EY, qui effectivement lance un collectif plaisir en 2001. François Lavie et Philippe Gagnère s'y engouffrent. Dès 2003, ils publient un article qui s'intitule « Dialogique plaisir insatisfaction comme moteur d'évolution des conduites ». Alors tout au long de... C'est des travaux qui perdurent encore. Il faut savoir que le groupe Plaisir, il se réunit, il a au moins une conférence ou un symposium, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, annuel au moins. Ça va donner lieu à cet ouvrage qui est publié en 2014, toujours sous la direction de François et puis de Philippe Gagnère. Et globalement, on y voit qu'avant tout, il s'agit de rendre l'élève pratiquant avant de le rendre apprenant. Il s'agit effectivement de montrer que la pratique, c'est aussi le moteur de l'insatisfaction à apprendre, c'est-à-dire ensuite, il y a la volonté d'apprendre et qu'effectivement, ça permet de mobiliser les élèves. Et vous êtes nombreux parmi nous à travailler dessus. Et c'est un work in progress, donc un travail qui reste en cours. L'université d'été les CEDREPS, alors pour ceux qui l'ont bien connu, je pense que ça c'est une lettre assez émouvante qui est dans les archives. Elle est signée de la main de Maurice Porte avec une très belle écriture et qui montre pourquoi et comment est fondé le CEDREPS. Donc j'ai tenu à la mettre ici. Et qu'est-ce que c'est? Un prolongement d'un collectif qui a été investi depuis 1973 dans des stages sport collectifs dont j'ai parlé, puis qui a organisé des rencontres de l'EPS de Montpellier. Je vous laisse découvrir ces membres initiaux. Il y en a beaucoup que vous connaissez, beaucoup qui sont encore en activité. Et de 84 à 93, ces membres du CEDREPS ont été les organisateurs de 10 universités d'été, qui portent bien leur nom, elles sont organisées pendant l'été, et qui permettent d'accompagner les praticiens de l'EPS, je vais en détailler 2 ou 3, qui permettent d'apporter, de promouvoir des pratiques innovantes, je suis au cœur de mathématiques, et qui donnent des réponses aux problèmes institutionnels posés. Donc, quelles sont les thématiques qui sont développées? Globalement, si je résume, comment faire progresser tous les élèves, comment adapter ou modifier les pratiques professionnelles. Donc, je vous donne 2-3 titres d'université d'été. Donc, contribution à la détermination de savoir pratiques théoriques pour les élèves de collège et de lycée, didactique des APS en milieu scolaire, ceux qui s'enseignent, ceux qui s'apprend en EPS. Alors, ça permet souvent de définir des règles d'action que vous avez ici, par exemple, suite à l'université TT de Grenoble. Vous avez des constructions de situations de résolution de problèmes, vous avez des définitions de niveau, vous avez aussi des questions, excusez-moi, qui arrivent plus sur la transversalité. Si on prend la communication de Georges Bonnefoy, les compétences nécessaires à la gestion de la vie physique. Claude Pinault vient d'en parler en 90 de façon non institutionnelle. Ça émergera en 93 dans le texte du bac. Cette gestion de sa vie physique qui est le 3e objectif de l'EPS. Quel savoir les élèves doivent s'approprier? À nouveau le mot approprier. C'est eux qui sont acteurs. Et la culture physique de notre temps. Donc à nouveau un exposé introductif de Maurice Porte. Comment faire progresser les élèves de manière significative.
comment leur permettre d'acquérir des savoirs qui sont réutilisables. Alors, pour en revenir au CEDREPS, on a vu qu'ils étaient créés, que ce groupe a été créé en 94. Hein, simplement, vous le savez sans doute, depuis 1999, bon an, mal an, il y a un numéro qui paraît, avec ici un titre, effectivement, quelle articulation entre finalité, contenance, compétences, contenu. Le parti pris du groupe du travail, il y en a parmi vous beaucoup qui font partie du CEDREPS. Promouvoir des formes de pratiques scolaires, les fameuses FPS, déconstruire les pratiques sociales, reconstruire sous forme scolaire, adapter surtout les objets enseignés à la diversité des élèves. Évidemment, la notion du ciblage est fondamentale. Il faut faire des choix. Enseigner, c'est choisir. On ne peut pas tout faire sous peine de zapper. Des objets d'études et simplement pour revenir sur cette FPS, cette forme de pratique scolaire, il s'agit de faire vivre aux pratiquants des tranches de vie authentiques ciblées. Vous en avez des exemples. Il y a un diaporama, je crois, de Serge Tasteville, mais d'autres encore qui sont sur le site, qui donnent des exemples en escalade. Et à nouveau, là c'est dans le cahier central, ici, voilà, de cette revue, vous avez à nouveau un recensement. C'était la même chose pour le groupe Plaisir. Donc je vais arriver au terme de ma communication, en poser les limites. Évidemment, je n'ai pas été exhaustif, et notamment depuis le numéro 246, on sait que, il y a de plus en plus d'articles qui concernent les savoirs, l'apprentissage de l'élève, et moins d'informations, je vais dire pratiques. Je n'ai pas parlé des journées d'Eubert, des journées spécifiques au département du nord de la France, qui se déroulent souvent à Lille, et dans ces journées qui sont très très dynamiques, qui existent encore, qui ont été créées en 1956. Je n'ai pas parlé des journées de l'Aubert, vous avez un exemple ici, du nom de l'ancien Niger, celui qui avait rédigé la programmation des IO de 67. Je n'ai pas parlé des forums 2005, contribution de l'EPS à la santé, qui ont lieu dans plusieurs villes, et dans laquelle, par exemple, on voit, par exemple, il y a beaucoup de thématiques, mais le rôle de la CC5 pour l'élève, qu'est-ce que ça peut lui amener dans sa vie physique? Des problèmes de nutrition, pourquoi c'est mieux de manger 5 fruits et légumes le matin, le midi, pourquoi c'est mieux de manger carottes, choux-fleurs et petits pois, plutôt que de frites et puis hamburgers. Donc, et je n'ai pas parlé de Mireille Quiévreux parce que je suis resté sur l'enseignement deuxième degré. Sur le premier degré, elle a fait un travail énorme, Mireille Quiévreux, et notamment elle est impliquée dans la rédaction des textes officiels et dans la parution du livre jaune sur l'activité. Je n'ai pas parlé, et je m'en excuse auprès d'eux, de nombreux acteurs, actrices, et vous d'ailleurs. Il y en a plusieurs qui auraient mérité d'être cités, mais je n'ai pas la place ni le temps, et donc je n'ai pas eu cette exhaustivité. Alors, en conclusion, simplement montrer que en 78, l'amicale s'est ouverte à tous les enseignants, ce qui m'a permis à moi, petit prof adjoint, d'intégrer ça, parce qu'au départ c'est réservé à ceux qui ont fréquenté l'ENSEP, qui était la voie royale. C'est comme ça que disent les historiens, la voie royale. Donc elle s'ouvre à tous les enseignants, ce qui nous permet à tous d'être là et puis d'accueillir aussi la jeunesse en devenir. Les effectifs, 42 ici, on voit pas bien, jusqu'à 1185 l'an dernier, mais je pense que au vu de votre dynamisme, ça va exploser encore. La EPS a impulsé cette innovation pédagogique et elle continue de le faire. La preuve, on est là. Donc à la fois dans les pratiques, comment promouvoir, comment utiliser les APS, comment promouvoir les FPS, les savoirs, les démarches, comment placer l'élève au centre. C'est ce que je dis ici, une modification de la relation éducative. Alors actuellement, peut-être que c'est un lieu commun, mais dans les années 50, 60, 70, 80, il y avait un énorme travail à faire à ce niveau-là. Je vais reprendre une citation de Norbert Alter, un philosophe, qui dit que finalement, et je vais comparer avec l'EPS, il dit que l'action innovatrice, c'est finalement lorsque des acteurs font preuve de déviance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ils œuvrent en dehors des limites institutionnelles, en marge, et qu'ils cherchent des solutions à un environnement incertain pour des buts qu'ils jugent justifiés. Et en ce sens, moi je trouve que c'est ce qu'a fait la EPS. On a des programmes, ça c'est le cadre institutionnel. Par contre, on a des contraintes physiques, environnementales et surtout humaines en termes d'élèves.
Et globalement, comment on s'y prend nous? Pour dévier, pour personnellement chercher des moyens pour faire réussir nos élèves, alors que ces moyens, on ne nous les donne pas forcément dans notre formation initiale et on ne nous les attribue pas forcément en moyens humains et financiers. Donc on fait preuve d'une déviance, mais d'une déviance effectivement justifiable et justifiée eu égard au but recherché. Alors simplement, pour conclure, j'aimerais dire que nous ne sommes pas de simples turiféraires de l'EPS, c'est-à-dire des apôtres, qui bénissons les textes officiels. Alors évidemment, bien sûr que ce cadrage il est important, mais on est surtout des acteurs qui recherchons des solutions. Donc je pense qu'il y a une vraie filiation entre cette promotion avec Ernest Loisel au centre, même si on n'a plus d'Ernest Loisel, et puis une AEPS. J'ai pas pu mettre toute la nationale dans ce diapo, on va se contenter de la régionale Nancy-Metz. On va mettre Metz-Nancy plutôt, c'est plus joli. Et on va... Ah, mais il faut mettre la Ligue 1 d'abord. Donc, surtout que c'est assez provisoire cette histoire-là, donc du coup... néanmoins, on va profiter de l'histoire du temps présent, et pour l'instant, le temps présent, c'est Metz d'abord. Donc, merci pour l'accueil à Nancy quand même. Antoine Prost vous dit que l'histoire culturelle et sociale est indissociablement liée. Donc l'histoire culturelle, bon, l'histoire des pratiques, mais l'histoire sociale, c'est ça. C'est vous et c'est nous. Hein, c'est nous tous. Et donc, effectivement, à partir de déjà 1936, à partir de la création de l'EPS, de l'AEPS, de l'amicale au départ, ce qu'a montré Denis, mais évidemment il y a eu une filiation que j'ai essayé de faire émerger ici pour vous montrer que le but c'était de promouvoir une EPS de qualité. Merci de votre attention.